Plus de 12 000 ogives nucléaires sont actuellement disséminées à travers le monde. Plus de 9 500 d'entre elles se trouvent dans les stocks militaires en vue d'une utilisation par missiles, avions, navires et sous-marins. Les ogives restantes ont été retirées des stocks opérationnels mais sont encore relativement intactes et attendent d'être démantelées. L'une de ces bombes vient de frapper le centre de votre ville. Le but premier d'une frappe nucléaire n'est pas de tuer le plus de personnes possible, mais de détruire toute possibilité de riposte. Le nombre de morts directes et indirectes engendrées par une telle attaque a de quoi faire frémir. Tous les lanceurs d'ogives nucléaires ont des cibles prioritaires, principalement les silos de lancement de missiles, les installations militaires, les grandes villes, les grandes usines industrielles, les barrages, les sites de production d'électricité et le gouvernement. Comme nous l'avons abordé dans notre précédente vidéo, si les installations de production et de transport d'électricité sont détruites, l'État sera irrémédiablement détruit lui aussi. Vous habitez Paris, Lyon ou Marseille, et une bombe de 100 kilotonnes vient d'exploser dans les airs au-dessus du centre-ville pour maximiser les dégâts. Cette bombe dévastatrice est de puissance moyenne. Elle correspond à celle transportée par les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. En une fraction de seconde, une boule de feu aussi chaude que le soleil touche le sol et vaporise absolument tout dans un rayon de 450 mètres. Sur 1 kilomètre, les rayonnements ionisants finiront par tuer à court terme les rares êtres vivants qui ont survécu au blast de l'explosion. La totalité des bâtiments et des infrastructures sont pulvérisés. Jusqu'à 4 km, le souffle et le rayonnement thermique de cette gigantesque explosion causent l'effondrement des bâtiments. Même à longue distance, si vous avez regardé dans sa direction, vous resterez aveugle durant plusieurs heures. À cette étape qui survient à peine quelques secondes après l'explosion initiale, les gens comprennent que quelque chose ne va pas, mais il est déjà trop tard. La chaleur et les radiations de la boule de feu créent une bulle d'air surchauffée et surcompressée qui s'étend maintenant à une vitesse exponentielle. Les vents produits sont plus rapides que le son et plus violents que des ouragans ou des tornades. La chaleur est si intense que les vêtements et la peau des personnes présentes s'enflamment, leur causant des brûlures mortelles au 3e degré. L'onde de choc est destructrice sur environ 10 km depuis le centre de la boule de feu. Finalement, les débris retombent et endommagent les infrastructures qui sont encore debout. Interloqués par cette boule de feu, des habitants qui se trouvent à bonne distance filment la scène derrière leurs fenêtres, sans se douter que l'onde de choc approche et va faire exploser leurs vitres dans une tempête de lames coupantes. Les victimes se comptent déjà en centaines de milliers, mais les effets dévastateurs de la bombe se poursuivent. L'intense chaleur dégagée par l'explosion nucléaire et les dégâts aux infrastructures provoquent des incendies généralisés et incontrôlables. On pourrait s'imaginer que les secours sont déjà en route, mais il n'en est rien. Une explosion nucléaire, c'est comme réunir toutes les catastrophes naturelles en une seule. Dans les minutes et les heures à venir, des milliers de blessés succomberont à leurs brûlures, lacérations et fractures. Aucun personnel médical ne sera là pour les sauver, et il est probable que les hôpitaux et les cliniques ont été détruits par l'explosion. De très nombreux décès surviendront quelques jours, voire quelques semaines après l'attaque. Les maladies provoquées par les radiations directes mettront jusqu'à 1 semaine à causer la mort des victimes. Une grande partie de la poussière et des cendres produites par l'explosion et les incendies sont dangereusement radioactives, surtout si elles sont originaires du point zéro. La distance parcourue par ces particules dépend du vent et d'autres facteurs météorologiques. Toutefois, s'agissant d'une attaque par explosion aérienne, celle-ci produit beaucoup moins de retombées radioactives que les explosions au sol visant les silos lanceurs de missiles et les abris antimissiles. Le nombre de morts par retombées radioactives pourrait dépasser tous les autres décès additionnés, mais celui-ci est très difficile à prédire en théorie. Ces retombées peuvent se produire à plusieurs centaines de kilomètres du point d'impact initial. Tous les êtres vivants qui entrent en contact, inhalent ou ingèrent ces particules sont contaminés. Les gens situés dans cette zone éloignée ont une chance de s'en sortir en restant à l'abri, calfeutrés, durant les premières semaines critiques suivant l'attaque. Il faudra attendre des jours avant que les secours puissent intervenir.
Les infrastructures ont été détruites. Les routes, les ponts, les chemins de fer et les aéroports ont été rasés. Les survivants ne peuvent plus compter sur le réseau d'eau, d'électricité et de communication. La zone sinistrée sera difficile d'accès et les premiers intervenants savent qu'ils vont être exposés à des radiations. Les hôpitaux des villes alentours ne sont pas prêts à prendre en charge une masse aussi importante de victimes contaminées. Là encore, le nombre de morts augmente significativement. Les armes nucléaires restent l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère de leur histoire. Les traités de longue date sur ces armes non conventionnelles sont réévalués et les pays, grands et petits, sont confrontés à la perspective de nouvelles courses à l'armement. Les missiles nucléaires actuels parcourent la Terre à haute altitude, les rendant visibles par les radars plus tôt durant leur vol. De nouveaux vecteurs hypersoniques voyagent plus bas à travers l'atmosphère, à au moins 5 fois la vitesse du son, laissant aux pays visés beaucoup moins de temps pour réagir. Bien sûr, une telle attaque ne toucherait pas qu'une seule ville, mais des dizaines de métropoles et de pays simultanément. Elle engendrerait nécessairement une riposte tout aussi conséquente, voire plus. Cela provoquerait des incendies et des tempêtes de feu généralisées, causant l'émanation de nuages de fumée contenant de fines particules. Une théorie évoque la possibilité que ces émanations provoquent un hiver nucléaire. Ces particules seraient réchauffées par les rayonnements du Soleil, ce qui les propulserait dans la stratosphère. À cette altitude, elles ne seraient plus soumises au vent et ne se dissiperaient pas. La stratosphère se réchaufferait alors en raison de l'absorption des rayons solaires, ce qui détruirait tout ou partie de la couche d'ozone. Ces fumées provoqueraient un hiver nucléaire qui causerait des milliards de morts à travers le monde. Les températures chuteraient en dessous de zéro et y resteraient pour longtemps. L'agriculture serait détruite pour des années. La santé des individus se détériorerait sans que les structures médicales ne puissent leur venir en aide en raison de l'afflux de malades. Les épidémies seraient une constante menace pour les êtres vivants. L'absence partielle ou totale de couches d'ozone provoquerait de graves lésions cutanées et des cancers chez les personnes exposées au soleil. En raison du manque d'approvisionnement, le commerce international cesserait. Près de 6 milliards d'individus sur les 8 milliards d'êtres humains présents sur Terre disparaîtraient en quelques années, sans compter la perte de la faune et de la flore. Toutefois, le scénario d'un hiver nucléaire a été remis en question récemment. Cette théorie, qui se basait notamment sur l'observation d'importantes éruptions volcaniques, présente des biais. Les fumées ainsi projetées parviennent réellement à atteindre la stratosphère, mais il s'agit dans ce cas de dioxyde de soufre. Ces particules sont sans rapport avec celles qui émanent de grands incendies de surface. D'autres catastrophes ont été étudiées, notamment les immenses incendies de forêt qui ont dévasté une partie de l'Australie en 2019 et 2020, ou encore la mise à feu des puits de pétrole au Koweït en 1991. L'intensité de ces incendies et la composition de leur fumée sont relativement similaires à celles de l'incendie simultané de plusieurs villes. Aucun de ces événements n'a provoqué la stagnation de particules dans la stratosphère et, bien qu'étudiés, aucun refroidissement significatif de ces zones n'ont été notés. Vous l'aurez compris, si l'hiver nucléaire est très hypothétique, une guerre atomique serait une catastrophe aux conséquences terribles pour l'humanité qu'il faut à tout prix éviter. Personne ne peut réellement être préparé à vivre un tel événement. Bref, l'effondrement.